Bom, boa noite, gente. Bacana que nós nos apropriamos aqui do lado, só do lado de cá, né? Tá bom, né? Tá sendo suficiente para nós. O que não impede é que depois, na hora que encher mais, outras pessoas ocupem o outro lado também, né? Mas é prático. Bom, eu tenho a satisfação, né, de fazer a mediação, a moderação dessa mesa agora, que vai contar, quer dizer, são duas palestras independentes, primeiro do professor Olivier Schaeffer e depois do professor Gilles Tiberghien. E eu vou, então, apresentar primeiro, né, o professor Olivier. Eu vou contar com a colaboração da Raquel aqui para traduzir as palavras do professor Olivier, que não estão no texto, são palavras assim de introdução à sua conferência, né, chamada O Corpo do Artista em Movimento, Caminhar e Escrever. Bom, eu vou falar algumas palavrinhas aqui sobre o professor Olivier Schaeffer, professor de Estética e de Filosofia da Arte na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Ele é especialista em Filosofia e Estética Romântica. Ele coeditou uma antologia crítica do romantismo alemão intitulada La Forme Poétique du Monde, em 2003, traduziu vários manuscritos póstumos de Novalis sob os títulos de Le Brouillon Général, Confusão Geral, em 2000, depois Sementes, 2004, publicou recentemente 2 ensaios sobre as figuras literárias e cinematográficas do morto-vivo e do sonâmbulo, sob o título de De Revenant, Corps, Lieu, Image. Os retornantes, seria mais ou menos, né, a tradução, corpos, lugares, imagens, em 2009, e Variações Noturnas, em 2008. Assinou, em 2011, o prefácio do livro de Théophile Gautier, Histoire du Romantisme, História do Romantismo. E é isso, a gente tem uma satisfação muito grande de recebê-los, né, ambos professores, professor Olivier e professor Gilles, fazem parte da equipe francesa do projeto CAPES Coffee Cube, do qual participam, né, Paris 1, do lado francês, e do lado brasileiro a UFMG, o departamento, a pós-graduação em filosofia da UFMG, a pós-graduação em filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o tema do projeto é Estética Contemporânea, Diálogo de Culturas, né? Então, existem vários subprojetos, como, por exemplo, o que foi apresentado hoje sobre o Benjamin Perret, e uma outra vertente com a qual eu estou mais diretamente envolvido, sobre Willem Flusser, mas todas elas trabalham nessa interseção, né, das culturas, né, brasileira de um lado, europeia e especialmente francesa de outro, não é? Bom, então eu chamo aqui para compor a mesa o professor Olivier Schaeffer. Vous m'entendez? Oui. Peut-être juste, je dis 3 petites choses avant de commencer. D'abord, je vous remercie, Raquel, Rodrigo et Pedro qui est là, et l'équipe qui nous accueille très généreusement et très chaleureusement. Donc, merci à vous tous. Ele começou agradecendo a equipe e o Rodrigo e o Pedro pelo acolhimento. Ensuite, je voulais dire 2 autres petites choses. La première, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On peut considérer que c'est l'état d'un travail en cours et pas une forme définitive. Donc je vais lire un certain nombre de textes qui sont comme autant d'éléments d'une réflexion en cours. Et je montrerai aussi une petite
petite vidéo de 10 minutes et on éteindra la lumière. Donc on aura une expérience esthétique, j'espère. Voilà, in concreto. Ele disse que ele vai falar hoje uma pesquisa que está em curso, então é uma fala curta e ele vai falar, a gente vai ver um vídeo de 10 minutos quando a gente vai apagar as luzes para que a gente possa ver o vídeo. Et voilà, et la dernière chose, c'est que je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Je vais lire mon texte. En général, j'écris un texte et je dépasse, je déborde. Mais là, pour que ça corresponde à la traduction, je vais m'en tenir à ce que j'ai écrit. Et puis, évidemment, le débordement, ce sera lors des questions, j'espère. Donc, merci. Donc, je commence maintenant. Ele vai ler o texto, que não é muito o hábito dele, porque, devido à tradução, ele vai se ater ao texto escrito. E aí, depois, quem quiser fazer perguntas... Il peut faire les questions en anglais aussi? Oui. Quem quiser fazer perguntas podem ser feitas em inglês. Sem problemas, para quem não sabe francês. Tá bom? E aí ele vai começar a leitura do texto. Ok. Merci, Raquel. Alors, je commence. Dans l'œil et l'esprit, Maurice Merleau-Ponty rapporte ce mot précieux de Paul Valéry: le peintre apporte son corps. Et Merleau-Ponty commente de la façon suivante: et en effet, on ne voit pas comment un esprit pourrait peindre. C'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. Pour comprendre ces transsubstantiations, il faut retrouver le corps opérant et actuel, celui qui n'est pas un morceau d'espace, un faisceau de fonctions, mais qui est un entrelac de vision et de mouvement. Fin de citation. On peut dire que l'enquête phénoménologique de Merleau-Ponty aura été guidée par le souci constant de s'affranchir de ce que Marcel Duchamp appelait la peinture rétinienne, une approche idéaliste et représentationnelle du monde pour une lecture incarnée, réciproque et non plus dualiste, celle d'un extraordinaire empiètement, formule de Merleau-Ponty. Comme il le dit donc, empiètement du corps sur le monde et inversement. Cette pensée de l'entre-expression qui conduit à nouer les parties du même être, citation, dont s'approche Merleau-Ponty dans l'œil et l'esprit, et plus encore à travers ses notes sur le visible et l'invisible, s'ordonne autour de cette figure d'un corps mobile qui a renoncé à la station figée et en retrait d'un œil ordonnateur, organisateur du monde en spectacle visible. Comme si, pour appréhender l'entrelac de l'être, il fallait repenser le corps vécu non seulement comme chair, le voyant visible, sentant senti, mais aussi comme mobile. Le philosophe qualifie le corps vécu, on l'a entendu, d'entrelac de vision et de mouvement, et il parle, un peu plus loin, d'un corps visible et mobile. Alors, ces quelques mots de préambule ont simplement pour but de m'amener à poser l'hypothèse suivante. Si le peintre apporte son corps et que son œuvre résulte d'une vision incarnée plutôt qu'idéaliste, il apporte aussi un corps de mobilité, d'incidence, d'interruption, de faille et de rythme. Qu'est-ce que le corps mobile de l'artiste? Qu'en est-il du corps de l'artiste lorsqu'il se déplace? Je pense ici à certaines pratiques artistiques contemporaines dont l'origine est parfois plus ancienne, artistes marcheurs qui déambulent et font œuvre en marchant ou qui font de la marche une œuvre. Je reviendrai tout à l'heure sur un exemple précis, la question est vaste, et je prends encore quelques instants pour déployer cette combinaison de vision et de mouvement qui peut être aussi l'association d'autres sens du corps vécu. À se rapporter à notre tradition occidentale, et en elle à une tradition littéraire et philosophique européenne, on peut rappeler que le corps, souvent déconsidéré, le tombeau de l'âme chez Platon, a quelquefois joui d'un statut favorable quand il était en mouvement. Alors je ne vais pas évidemment refaire ici une longue histoire qui remonterait au moins aux philosophes du lycée avec Aristote et aux péripatéticiens. Donc tu peux peut-être montrer l'image extrêmement fameuse, Raquel, de l'école d'Athènes, un détail de l'école d'Athènes. Je rappelle simplement que lorsque Kant, dont on connaît la morale rigoriste, un peu mortifère, à l'égard du corps de jouissance, pense l'acte libre, le premier exemple très simple, presque naïf, qui lui vient à l'esprit est celui du mouvement. Dans la troisième antinomie de sa critique de la raison pure, Kant
estime que l'homme peut, sans contradiction, être absolument libre tout en étant naturellement déterminé. Libre selon la causalité, son acte ouvre une série absolument nouvelle et inédite, bien qu'il soit déterminé selon la temporalité. On agit toujours entre un avant et un après. Si, par exemple, écrit Kant, je me lève maintenant de mon siège tout à fait librement, et sans l'influence, qui détermine nécessairement des causes naturelles. Alors, dans cet événement, avec toutes ses conséquences naturelles à l'infini, commence absolument une nouvelle série, bien que, par rapport au temps, cet événement ne soit que la continuation d'une série précédente. Fin de citation. Quand, de son côté, Jean-Jacques Rousseau relate ses promenades dans ses confessions, il note que c'est en marchant que ses idées principales lui viennent, et on peut entendre là aussi que c'est librement que ces idées lui viennent, bien qu'il s'agisse ici d'une liberté de hasard plutôt que de principe, comme chez Kant. La marche, dit Rousseau, a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. Je ne prévoyais pas que j'aurais des idées. Elles viennent quand il leur plaît, non quand il me plaît. Formule assez nietzschéenne, déjà nietzschéenne, on ne doit pas dire « je pense, mais ça pense en moi », dit Nietzsche à certains endroits, qui met le corps en mouvement, le rend attentif aux idées incidentes, à cet autre rythme qui s'impose à lui. Il y a bien, on le voit, ces quelques exemples, une association fondamentale, non seulement entre la liberté et le corps mobile, entre la pensée et le mouvement, mais aussi entre l'inspiration artistique et le corps qui se déplace. Après tout, Apollon dansait avec les 9 muses, il n'était pas assis par terre. D'une autre façon, Charles Baudelaire décrit le poète et l'artiste de la modernité comme un marcheur inspiré qui parcourt les foules et les villes. Il n'est pas l'être de l'immobilité et du repos, mais plutôt un être en mouvement perpétuel. Ainsi, Baudelaire semble se distinguer du philosophe français Blaise Pascal, qui condamnait l'aptitude des hommes au divertissement, en latin au détournement, divertire, se détourner. Ils sont, disait Pascal, incapables de rester réfléchir 1 heure chez eux. Et Pascal, vous savez, opposait à ce mouvement superficiel du divertissement, celui religieux de la conversion, du retournement en soi. Mais chez Baudelaire, ce mouvement dans la foule n'est pas prosaïque, c'est le fait d'un grand solitaire en fait, une sorte de moine mystique qui vit en communauté, parmi ses contemporains, un cénobite plutôt qu'un anachorète. Ainsi, je cite Baudelaire, il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? À coup sûr, cet homme tel que je l'ai dépeint, ce solitaire doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'hommes, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité. Alors, cette modernité consiste à trouver, je rappelle quelques mots, ce qu'il y a d'universel et d'éternel dans le moment présent. Il s'agit, chez Baudelaire, d'opérer une véritable traversée des foules et des villes. Le poète moderne, écrit-il, je cite Baudelaire, a la haine du domicile et la passion du voyage. Il adopte, c'est dans un texte qui s'appelle Les Foules, il adopte plusieurs rôles. Il a le goût du travestissement et peut être à la fois lui-même et un autre. Et c'est en cela un acteur. Comme ces âmes errantes, écrit Baudelaire, qui cherchent un corps. Enfin, dernier exemple de ce premier parcours, très subjectif et évidemment lacunaire dans la pensée et l'inspiration en mouvement, je reviens à Paul Valéry, au XXe siècle, qui décrit dans ses variétés 5 l'expérience suivante, très remarquable, qui fait écho aux théories de la modernité baudelairienne. Pour Valéry, comme pour Baudelaire, l'inspiration naît du contact physique,
quasi corporelle de l'artiste avec le rythme de la ville qui constitue une source d'inspiration nouvelle. J'étais sorti de chez moi pour me délasser par la marche et la dispersion des regards de quelques besognes ennuyeuses. Comme je suivais la rue que j'habite et qui s'élève assez rapidement, je fus saisi par un rythme qui s'imposait à moi et me donna bientôt l'impression d'un fonctionnement étranger. Un autre rythme vint doubler le premier et se combiner à lui. Et il s'établit je ne sais quelle relation transverse entre ces lois. J'observais que la marche m'entretient souvent dans une vive production d'idées avec laquelle elle manifeste parfois une réciprocité. L'allure excitant les pensées modifiant l'allure. Donc Paul Valéry montre la façon dont le sens, je dis en quelques mots, la façon dont le sens se forme à partir d'un champ intérieur éprouvé et traversé. Le mouvement de la marche imprime au corps et à l'esprit une dynamique de création ici. Je resserre maintenant, après cette focale un peu large, mon enquête à ces liens donc entre l'écriture et la marche, qu'évoque ici également Valéry, peut-être en souvenir d'un étrange et magnifique passage de Rousseau, une dernière fois, toujours dans ses Confessions. Alors, une citation encore de Rousseau, un peu longue. « Oh, si l'on eût vu les livres de ma première jeunesse, ceux que j'ai faits durant mes voyages, ceux que j'ai composés et que je n'ai jamais écrits. Pourquoi, direz-vous, ne pas les écrire? Et pourquoi les écrire? Vous répondrai-je. Pourquoi m'ôter le charme actuel de la jouissance pour dire à d'autres que j'avais joui? Que m'importaient des lecteurs, un public et toute la terre, tandis que je planais dans le ciel? D'ailleurs, portais-je avec moi du papier et des plumes? Si j'avais pensé à tout cela, rien ne me serait venu. Je ne prévoyais pas que j'aurais des idées. Elles viennent quand il leur plaît, non quand il me plaît. Elles ne viennent point ou elles viennent en foule. Elles m'accablent de leur nombre et de leur force. 10 volumes par jour n'auraient pas suffi. Marcher permet d'écrire, dirait Valéry. Marcher, c'était déjà écrire, aurait dit Rousseau. Le corps mobile trouve un rythme qu'il dépose sur la feuille, ou bien il compose une œuvre en devenir, essentiellement volatile, fugace. L'œuvre de l'artiste dont je voudrais à présent vous parler relève peut-être de ce double mouvement, qui consiste à écrire en marchant et à marcher comme on écrit, à dérouler une écriture piétonnière. Il s'agit du français, peut-être Raquel, tu peux montrer quelques images, Jean-Christophe Normand, un artiste, on fait un saut dans le temps, contemporain français, qui intervient dans plusieurs villes du monde. Son art implique un lien spécial au corps, comme on le voit à travers ces quelques images, que tu peux faire dérouler un petit peu. L'essentiel de son travail artistique consiste à recopier des livres, ligne après ligne, chapitre après chapitre, à la craie, directement sur le trottoir de ville, choisi au hasard des commandes et des rencontres. Donc Berlin, Malaga, Phnom Penh, Marseille, etc. Alors il ne réalise pas un travail d'écrivain, à proprement parler, ce n'est pas des textes qu'il écrit, plutôt de copiste. L'écriture est sans doute chez lui, un peu comme pour Roland Barthes, une activité de copie infinie, une greffe intertextuelle qui naît par superposition et par ajout. Jean-Christophe Normand répond parfois à des commandes précises, comme celle que lui a faite Laurent Lebon dernièrement pour le musée Picasso à Paris, Normand réécrivant intégralement, dans le cadre d'un vaste projet Picasso Méditerranée, la biographie de Picasso par Pierre Daix. Il réécrit des livres de Conrad, Au cœur des ténèbres, ou de Marguerite Duras, en différents lieux, toujours urbains, ou alors en marge de ville, dans des zones portuaires ou dans la baie de Saïgon. Son plus grand œuvre est la réécriture intégrale de l'Ulysse de James Joyce, un projet au long cours de plusieurs années, intitulé Ulysses A Long Way. Alors peut-être on peut revenir un peu aux images. On pourrait situer son travail en le disant qu'il s'inscrit dans une filiation artistique balisée, pour se limiter à quelques comparaisons, peut-être d'un côté par des artistes conceptuels, de l'autre par certains artistes liés au land art, et à des échos plus récents.
On peut penser, par exemple, devant son travail, aux filatures de Vito Acconci à New York en 69. Raquel, tu as montré l'image ? Voilà. Et l'image d'après, peut-être, aussi, voilà, parce que ça s'accompagne d'un texte. Donc, Acconci suit au hasard un passant, hein, following peace, jusqu'à ce que celui-ci ou celle-ci entre dans un espace privé et la performance filature prend fin. Cette performance, menée dans un esprit un peu baudelairien, hein, de l'homme des foules, following peace, s'accompagnait donc de traces écrites des déplacements sous la forme d'un calendrier, un agenda des passages de l'artiste, une sorte de carte. D'un autre côté, les phrases inscrites sur le sol chez Normand peuvent rappeler certaines lignes tracées par Richard Long, la fameuse, une des plus connues dans l'herbe, hein, si tu peux montrer Raquel, A Line Made by Walking en 67, sculpture éphémère produite par les déplacements de l'artiste, hein, raclant le sol et l'herbe. D'une autre façon aussi, on peut songer à la traînée de peinture verte, hein, autre exemple connu, que laisse s'écouler, s'égoutter Francis Alice, hein, en une manière de draping, de pouring plutôt, polockien, en refaisant le tracé de la ligne verte entre Israël et la Palestine, the Green Line. Chez Normand, donc, il y a un double lien entre écrire et se déplacer, d'une part, et par ailleurs, on peut noter l'importance de l'inscription physique des mots sur le sol, en une sorte de manière de sculpture provisoire, horizontale. Et on peut rappeler que ces performances nomades, écrites et marchées, s'inscrivent aussi dans la perspective d'un investissement du sol et de l'horizon qui a été en son temps analysé phénoménologiquement par Rosalind Krauss dans ses textes sur la sculpture contemporaine. Alors, avant d'aller plus loin, je vais essayer d'aller plus loin, je vous propose donc de regarder ce petit reportage de 8 minutes à peu près, filmé par le réalisateur de la plupart des films de Francis Alice, qui s'appelle Julien Deveau. Il y a du son d'ailleurs, j'espère qu'on pourra aussi l'obtenir. Et si on peut éteindre la lumière, ce serait très bien. If you can switch off the light just for a few minutes, it will be perfect. If it's possible. Thank you.
Thank you. Merci, on peut... We can put the light on. Thank you very much. Alors, on peut dire que l'artiste, comme vous voyez, dépose une ligne derrière lui comme un animal laisse une trace de son passage sur le sol. Il ne marche pas vraiment ou pas seulement, il rampe presque, il se traîne comme un escargot, une limace, quelques gastéropodes. Il avance à quatre pattes en raclant le sol, il se tient au ras du réel. De fait, il ne s'agit pas d'abord, comme le note ici mon ami Thierry Davila, de lire un texte, mais d'inscrire une écriture de manière plastique. Les mots ne sont pas des signes à déchiffrer, mais des traces portées sur un support très physique, le bitume, avec ses accidents et ses trous, sa circulation et ses piétons. Les passants sont rares à lire ce texte, fatalement fragmentaire, dispersé en de multiples villes. Il est finalement peu lisible. Les passants qui s'y attardent le font avec ironie, on l'a vu, rarement de façon intégrale. J'ai passé une journée avec l'artiste filmé donc par Deveau, et il écrivait à Paris depuis le quartier de Belleville, dans le 13e arrondissement, jusqu'à République, dans le 11e arrondissement, un chapitre de la fin de Ulysse de Joyce, et seul un policier a lu intégralement la phrase au sol, sans doute pour vérifier que le contenu diffusé dans l'espace public n'avait rien de scandaleux. C'est le seul. Norman, donc, donne plutôt à voir qu'à lire, puisque lire, c'est annuler le texte, c'est dépasser le signe visible vers sa signification idéale, sauf, évidemment, lorsque le texte est pensé dans une économie typographique particulière. Donc, on peut rappeler, Raquel, le coup de dé de Mallarmé, un petit saut, que vous connaissez, la poésie Dada, la poésie conceptuelle de Karl André. Hein. Il y a d'autres exemples. Après, tu peux continuer encore. Quelques poèmes de 100 Poems de Karl André, voilà. La question c'est, que donne donc à voir Normand? Il nous montre la trace, ça sera la fin. On peut revenir au texte, merci. Que nous donne à voir Normand? Il nous montre la trace de son écriture, le graphisme même, autrement dit le geste de la main, le mouvement du corps qui écrit et dessine en même temps, un tremblement, une continuité et une hésitation. Il s'agit presque d'un tracé sismographique, dont la main est l'outil, le stylet, comme le suggère très finement d'ailleurs le film de Deveau, avec certaines prises de vue au ras du sol. Écrire en se déplaçant nous rappelle aussi qu'il y a un style du déplacement, comme on parle d'un style d'écriture. Dans son beau livre sur l'invention du quotidien, Michel de Certeau interrogeait en 1980 diverses stratégies de détournement de la société de consommation, en montrant que le consommateur n'est pas seulement cet être stupide et passif qu'on imagine parfois, mais qu'il crée ses propres réseaux de sens, il pratique un art de la ruse, il met en œuvre des tactiques de dérèglement de pouvoir. Et de Certeau évoque par exemple les façonnages d'espace du marcheur dans la ville qui sont autant de graphies et d'énonciations piétonnières. Il écrivait par exemple, il y a une rhétorique de la marche, l'art de tourner des phrases a pour équivalent l'art de tourner des parcours. L'implication physique de Normand dans son œuvre est considérable. Il faut dire ici que Jean-Christophe était auparavant alpiniste professionnel et qu'il a dû mettre un terme à son activité en raison de graves problèmes respiratoires qui ont vraiment mis sa vie en danger. Donc, écrire, recopier, se déplacer en partie courbée, est-il plus reposant? Sans doute pas. Il m'a dit avoir retrouvé la sensation sublime du vertige vertical, propre à l'escalade, mais de manière horizontale, à travers ces écritures marchées et serpentantes qui peuvent durer une journée entière, qui en général durent une journée entière. Parmi ces auteurs de prédilection se trouve, ce n'est pas un hasard, Thomas Bernhardt, l'écrivain autrichien, pulmonaire, dont la phrase est un flux continu, un rythme à suivre terriblement physique. Et si le peintre apporte son corps dans son œuvre, pour reprendre donc la formule initiale de Paul Valéry, on peut dire que l'écrivain le fait aussi. Écrire est une activité bien plus physique qu'on ne pense. Le choix d'un texte tel que Ulysse de Joyce retient nécessairement l'attention. On peut dire qu'avec ces lignes écrites, cette écriture hors cadre, Normand fait à la fois
sortir le texte de Joyce de sa forme, celle du codex, le volume clos, et en même temps, il accomplit la logique de déterritorialisation de ce texte. Deleuze et Guattari, comme vous savez, distinguent dans Mille plateaux le livre comme image du monde, quelle idée fade note-t-il, du livre rhizome. Celui-ci ne prétend pas imiter ou contenir le monde, il fait agencement avec le monde et pas copie. C'est ici, c'est-à-dire que le livre, ici, l'Ulysse recopié sur les sols de villes du monde entier, est nécessairement fragmentaire, multiple, branché sur un dehors, et non plus emprisonné dans un mythe romantique de l'intériorité close et de l'autonomie suffisante. Bref, disent Deleuze et Guattari, il nous semble que l'écriture ne se fera jamais assez au nom d'un dehors. L'artiste normand m'a raconté que parfois, lorsqu'il écrit ses chapitres, un peu partout, donc dans le monde, des passants frottent le texte sans le voir et emportent ainsi des mots sous leur semelle. Le texte même de Joyce autorise sans doute cette déterritorialisation physique et nomade de l'écriture en proposant un récit qui se tient sur une durée de 24 heures à peu près, sous forme d'une promenade dans Dublin, le récit d'une errance intérieure, un flot de conscience hors cadre et au final, comme on sait, sans attache de ponctuation. Réécrire dans l'errance programmée, si l'on peut dire, un des grands textes d'errance du XXe siècle, c'est bien donc nouer marcher et écriture, et écrire, en quoi Christophe Normand retrouve, sans le savoir, je lui ai fait découvrir ce passage extraordinaire, que j'ai d'ailleurs aussi fait découvrir à Gilles, ce projet utopique de Gérard de Nerval, raconté par Théophile Gautier, qui fait du corps de l'artiste, ici de l'auteur, le médium de l'œuvre. Théophile Gautier raconte. Nerval travaillait en marchant, et de temps à autre, il s'arrêtait brusquement, cherchant dans une de ses poches profondes un petit cahier de papier cousu. Il écrivait une pensée, une phrase, un mot, un rappel, un signe intelligible seulement pour lui, et refermant le cahier, reprenait sa course de plus belle. C'était sa manière de composer. Plus d'une fois, nous lui avons entendu exprimer le désir de cheminer dans la vie le long d'une immense bandelette, se repliant au fur et à mesure derrière lui, sur laquelle il noterait les idées qui lui viendraient en route, de façon à former, au bout du chemin, un volume d'une seule ligne. Je vous remercie. Merci, Olivier. Agradeço ao Olivier pela excelente exposição. Nós começamos um pouco atrasados, então, para não atrasar mais o início da próxima palestra do professor Gilles, então, a gente tem tempo para algumas questões, mas eu peço brevidade na colocação das questões, de modo que mais pessoas possam perguntar, não é? Sim. Eu acho que, eventualmente, quer dizer, a pessoa que tiver uma questão e que não for fluente em inglês também, pode contar talvez com a... Nós temos pessoas aqui que são muito fluentes em francês, né? Inclusive você, né? Aqui, ó, Pedro, Cecília, que é francês, inclusive, e que podem ajudar na tradução, tá? Então, ok. Estão abertas as questões. Está aberta a sessão para parte do debate. Pas de question. No question. It's good. It's okay with me. Yes, one question. Yes, please. In English? Ah ben, c'est magnifique. C'est un plaisir. Je vous écoute. Attendez, oui, on va prendre un micro, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Christina de Vitoria, de l'université. Je fais cours de lettres en fait, mais je viens du domaine de la santé et c'est pour ça de la biologie. Donc c'est une question vraiment. Je me demande si vous avez pensé à l'artiste, sa gesture, son geste, un être gauchiste. Comment on dit ça en français, qu'il écrit avec la main gauche? Vous avez raison, oui, c'est vrai, il écrit avec la main gauche.
une façon d'écrire que ça devient différemment que si quelqu'un écrit avec la main droite. Donc, je voudrais vous demander si si à vous à poser une question ou réfléchissant sur ça. Bon, c'est ça. Merci pour votre remarque, très juste. Lumineuse et limpide, à tel point que je ne m'en étais même pas rendu compte. Vous avez tout à fait raison, et effectivement il écrit de la main gauche. Ce qui produit certainement, c'est tout à fait pas la même chose que s'il écrivait de la main droite, et son corps serait entraîné d'une autre façon, je n'y ai pas pensé, mais maintenant que vous le dites, je vais le faire, je le questionnerai. Est-ce que ça, en même temps ça lui est naturel, donc est-ce que ça produit une difficulté? Je pense qu'il écrit naturellement, la question c'est ça, est-ce qu'il écrit naturellement de la main gauche ou est-ce qu'il écrit de la main gauche pour cette occasion parce qu'il tient le livre, enfin les chapitres de la main droite? C'est ça, effectivement. Je crois que c'est plutôt le deuxième cas, c'est-à-dire qu'il se met dans un état, mais là il faudrait que j'en parle avec lui, de difficulté. En effet, puisqu'il faut à la fois qu'il écrive et qu'il tienne le texte. C'est ça la chose. Il ne connaît pas le texte par cœur. Vous avez vu, il arrache des chapitres d'Ulysse. Voilà, et là, il a quasiment fini, je crois. Il arrive dans le monologue final, quand Léopold Bloom va dire oui à sa femme. Donc, effectivement, il se met dans un double état de difficulté. Qui a vraiment à voir avec une forme de vertige, d'hallucination, même, puisque ça dure la journée entière, en fait, du matin jusqu'au soir. Parfois, il pleut, donc il est peut-être un peu obligé de s'arrêter, mais il continue. Il me disait que quand il allait en Asie et qu'il pleuvait, il continuait à écrire et ça s'effaçait derrière lui au fur et à mesure. Mais en effet, alors est-ce que ça a à voir avec... Enfin, il y a une conscience de ça, oui, qui est très nette. Il se met dans un état, en effet, de contrainte, c'est à la fois la situation qui fait que, voilà, il est obligé de faire comme ça. Mais voilà, oui, non, d'accord. Je vous ai déjà répondu, en fait. Ce que je viens de dire là, c'est pas intéressant. Mais je pense qu'effectivement, il est droitier, mais il tient le texte de la main droite, ça lui est plus naturel, il écrit de la main gauche. Donc il se met lui-même dans cette difficulté. Donc il faudrait, en effet... Gilles, tu as une question peut-être? Oui, vas-y. Só minutinho, só para falar com o pessoal mais ou menos o que ele foi perguntado, ele respondeu. Ele perguntou, ela perguntou sobre o uso da mão esquerda para escrever o texto e o Olivier falou que tem uma dificuldade em relação a isso, porque ele realmente não sabe exatamente, mas ele acha que a dificuldade é colocada pelo fato de que ele segura o texto na mão direita e escreve com a mão esquerda. Mas é uma coisa a se pensar, na verdade. Oui, tu as évoqué son intérêt pour Thomas Bernhardt. Je t'avais signalé le livre de Gargani, La phrase infinie de Thomas Bernhardt, qui est un livre qui m'a fait penser à ce que tu dis un peu. Mais surtout, la question, c'est pourquoi Thomas Bernhardt? Parce que dans la phrase de Thomas Bernhardt, il y a une rythmique, il y a une scansion, il y a un côté récurrent qu'on pourrait retrouver chez Peggy, par exemple. Et oui. Est-ce que ça a à voir avec sa mobilité particulière quand il écrit ou c'est juste un goût littéraire? Ça rejoint peut-être la question de madame, ça a à voir avec la maladie. Avec le cycle autobiographique de Thomas Bernhardt, tu sais, quand il raconte qu'il est pulmonaire et je ne sais plus si c'est l'enfant ou dans les 5 livres autobiographiques, et il est mis dans un pavillon qui est un pavillon en fait de mourants. Il est jeune et il voit des gens mourir sous ses yeux en permanence. Et Jean-Christophe Normand était dans un état de santé qu'effectivement sa vie était réellement mise en danger. Donc il l'a rejoint par empathie d'une certaine façon, tu vois, le travail de Thomas Bernhardt. Et la phrase comme ça, qui est une espèce d'apnée. Au fond, quand on lit Thomas Bernhardt, on lit une phrase, d'une certaine façon. Oui. C'est ça qui est vertigineux, mais qui a donc à voir, je crois, je ne parle pas vraiment en son nom, mais qui a à voir avec un état pathologique du corps et une sorte d'état de transe dans lequel il se met au moment où il écrit.
qui est lié à, à cette pathologie. Il est fasciné aussi par Novalis, par le romantisme, pour des raisons qui sont aussi liées au rapport de la pathologie, de la maladie dans l'art et en l'occurrence ici l'écriture. Ouais. D'où Bernard plutôt que la phrase de Peggy et de la répétition. O Gilles perguntou sobre a escolha do Bernard como assunto para uma das escritas dele. E ele falou que tem a ver com a doença, porque ele também passou por uma doença, e a doença no Bernard também. Mas aí ele desenvolve, gente, eu não vou ficar desenvolvendo aqui. Et l'artiste, il a un rapport affectif avec la ville aussi. Il pense comme une cartographie. On peut penser quelque chose comme le situationniste. Oui, absolument. C'est vrai que, pour autant que je sache, il ne va pas écrire sur une route perdue dans la campagne. C'est toujours, en effet, une traversée de la ville, oui. Parce que c'est lié à des textes qui, eux-mêmes, sont liés au monde urbain, sont liés à la ville. Donc il y a une espèce d'effet comme ça de reprise, de mise en situation presque, enfin, du texte, en l'occurrence l'Ulysse de Joyce, qui se passe dans Dublin entre 20h je crois et 3h du matin, quelque chose comme ça. Après le choix des lieux, moi je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un plan précis, est-ce qu'il suit, est-ce qu'il fait une sorte de carte, est-ce qu'il a une... Pas vraiment en fait, il y a une part d'aléatoire dans le choix des villes. C'est en partie aussi les invitations à l'étranger qui l'amènent à écrire ce texte. Il lui arrive de rencontrer des gens dans une autre ville qui disent « mais je vous ai déjà vu ». Vous étiez à New York il y a 2 ans en train d'écrire, ça lui est arrivé deux fois, et il revoit des gens, et donc ça crée comme ça une espèce de récit aussi tout à fait fascinant. Alors oui, en effet, on peut penser aux dérives de Debord, situationnistes, c'est certain, mais là, c'est tout cela à la fois, en effet, plus quelques références que j'ai données un peu pour baliser, mais comme une manière de travailler le texte de l'intérieur, pour autant qu'il ait à voir avec un rapport à l'architecture, à l'urbanité. C'est des textes qui parlent de ça et dont il se ressaisit lui-même dans l'espace urbain. Une espèce de copie à la seconde puissance, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, ça ne ressemble à rien. Enfin, c'est ça qui est très curieux. Ce qui compte, c'est pas ce qui est écrit, c'est d'écrire. C'est le geste, finalement, qui est important. Merci pour votre question. Bom, gente, mais uma questão. É porque o pessoal está perguntando o que ele falou. Rosa, é melhor você fazer. Bom, não, eu perguntei se ele tinha também uma relação afetiva com a cidade, se ele pensava em fazer uma espécie de uma cartografia afetiva, um pouco como situacionistas. E ele falou que sim, que o próprio texto, um texto que tem a ver com cidade, que no caso do Ulisses tem a ver com Dublin, e que então ele um pouco também vai por convites e tem essa coisa que as pessoas o reconhecem, ele tem essa passagem pela cidade, que a gente pode fazer essa relação também com os situacionistas. É uma coisa urbana, o texto tem um contexto urbano, e que sim, que é possível pensar um pouco nessa coisa da deriva, mas que o movimento é mais o do texto mesmo, né, que vai guiando. Então, mais uma questãozinha. Thank you for your presentation. Welcome. My name is Janete from Recife, Pernambuco, and I'd like to know about your choice about the artists.
why you should pick up this artist? Another, how can you help me? Another one. Why this artist and not others? Why you chose? I hope you. Everything that I've told is a response to your question. Otherwise, I have to do another lecture. But the reason why, the personal reason why, is that I know him a little, and we're very, I think, close because of our we share interest on romanticism and the idea of how to say. Die Wanderung, auf Deutsch, en allemand, l'errance, the wandering, this Wanderung, the imagination of wandering, which is very important in my research, and it's very important for him, and it has something to do with the writing and what means to write, if not wandering in a way. So that's why, maybe that's the only answer. Thank you, Rakwisha. Okay. Thank you very much. Muito obrigado.